Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh. Hands up, here comes Rubber Dog. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Ketchup Mayo. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Une émission sur l'équipe de France. Ça se marre en régie, pour quelle raison tu te marres? Je suis très content effectivement de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Une émission en 3 parties avec de l'équipe de France de football qui s'est imposée vendredi face aux Pays-Bas 4-0. Ils joueront leur deuxième et dernier match de cette tournée de mars face à l'Irlande ce soir. On va revenir sur cette nouvelle équipe avec mes chroniqueurs du jour, Romain et Gaëtan. Comment vous allez? Salut tout le monde. Bien. Oh, l'intro. On va mettre un peu plus d'intro, promis, ça va démarrer fort sur cette nouvelle équipe de France. Et puis ensuite, on parlera de top 14 avec l'ami Gauthier. Et puis Gaëtan reviendra en troisième partie d'émission pour parler de la folle fin de saison de NBA avec aussi Mamcher. Donc on commence avec cette première partie, une équipe de France, une nouvelle équipe de France même, parce qu'on va revenir un peu sur cette composition qui était par contre celle de la Coupe du Monde Romain, mais avec quand même des nouvelles têtes, et notamment Mike Maignan qui a pris la suite de Yoris, ou encore une nouvelle charnière centrale composée de Konaté et Upamecano. Cette équipe de France, elle s'est imposée facilement contre les Pays-Bas. Quel genre de match c'était vendredi? Et bah déjà, c'était un match qui n'était pas si évident que ça, parce qu'en fait, au niveau des stats, il y a les Pays-Bas qui ont 60% de possession face à l'équipe de France, Ouais. avec plus ou moins le même nombre de tirs, un peu moins de tirs cadrés, mais le même nombre de tirs, à un tir près. Je crois que c'est 11 pour les Pays-Bas, 12 pour nous. Donc finalement, en fait, c'était pas un match vraiment à sens unique pour l'équipe de France. Par contre, au final, on a été tellement plus efficace et tellement plus réaliste dans le dernier tiers que ça fait que ça donne ce résultat-là, en fait. Et on a eu une défense qui était ultra présente, avec la charnière Konaté-Upamecano qui est exceptionnelle. Konaté, il a fait un match de fou. Ouais. Upamecano, très bon match, malgré sa main en fin de match qui provoque un penalty, mais il ne pouvait pas trop l'éviter non plus, donc on lui pardonne très facilement. En plus, il a fait un bon match. Il y a plein de points intéressants dans cette équipe de France. Honnêtement, il y a peu de failles à exploiter de cette équipe. Ouais. Et si ça continue comme ça, les prochaines années vont être exceptionnelles. Les Pays-Bas ont perdu énormément de ballons au milieu de terrain. Ça a été l'une des grosses forces et par lesquelles on s'est mis très vite à l'abri. À la 21e minute, il y avait déjà 3-0 pour l'équipe de France. Le match était plié. Derrière, les Pays-Bas, même si tu l'as relevé justement, ils ont eu 60% de possession de balle. C'était une possession stérile. Ils n'ont pas du tout été dangereux. Pour le coup, ils ont inquiété en aucunement la cage de Mike Maignan. Et du coup, on a un match assez révélateur du niveau de l'équipe de France. Il y avait des absents côté Pays-Bas quand même, c'est à souligner. Mais dans cette éliminatoire de Coupe du Monde où notre plus gros adversaire était les Pays-Bas, parce que la France, je crois, ensuite l'Irlande, la Grèce, Gibraltar et c'est tout, je crois. Ouais, Irlande, Grèce, Gibraltar et Pays-Bas, c'est ça, on est 5. Ça va être une promenade de santé, peut-être cette poule, on le verra ce soir contre l'Irlande, mais globalement, la France s'en est très bien sortie. Il y a eu beaucoup de belles choses, on va y revenir un peu sur
cette composition de l'équipe de France et comment cette nouvelle équipe de France est composée. On l'a dit, on l'a amorcé, il y a eu des retraites, Karim Benzema, Hugo Lloris, Raphaël Varane, les plus importantes, il y avait aussi Blaise Matuidi qui était mis à l'honneur, mais qui n'était plus appelé en équipe de France depuis quelques temps, mais il a aussi pris sa retraite officielle avant le mondial. Ça va laisser la place à des nouveaux. Gaëtan, cette nouvelle génération, on va les citer. Alors, il y en a qu'on a déjà vu la Coupe du Monde, mais on peut déjà parler un peu de la nouvelle identité ou ces nouveaux joueurs qui débarquent dans cet avenir de l'équipe de France. Du Brice Samba en tant que deuxième gardien, Disasi qui était là à la Coupe du Monde et Todibo qui arrivent et qui sont un peu les nouveaux visages aussi de cette défense centre. Avec Konaté, ou Upamecano, on ne va pas le compter parce qu'il était là déjà depuis un peu plus de temps. Fofana, Kefren Turam aussi dans le milieu de terrain, Kolo Muani en attaque. Cette équipe de France, comment tu la vois toi avec ce nouveau visage elle te plaît? Déjà, tu sens qu'il y a un bon renouvellement de joueurs. Je suis pas inquiet pour le futur parce que ce soit défensivement, comme tu as dit, avec Fofana, tu as du Saliba aussi, tu n'as pas cité. Ouais. Mais Saliba qui fait une saison incroyable avec Arsenal. Ouais. Et au milieu de terrain, tu as Tchouaméni Camavinga qui au Real joue et en tout cas même font de très bons matchs. Et tu sens qu'au milieu de terrain, Tchouaméni fait un bien juste énorme. Et même Camavinga, il est rentré. Au final, bon, Deschamps a dit qu'il ferait jouer latéral, il fait rentrer milieu. Bon, lui, il ne comprend toujours pas ce jeu. Bon, écoute. Et après, ouais, devant, t'as Kolo Muani qui fait ses matchs toujours, qui a une très belle complicité avec Mbappé et avec le reste de l'attaque. Donc, on peut percevoir que du bon dans le futur. Ouais. C'est une équipe jeune, tu parles du futur. L'équipe qui a été alignée vendredi et celle qui sera alignée ce soir à peu de choses près. Griezmann est le taulier un peu et le vétéran avec 32 ans. Derrière, ça tombe à 27 avec Mike Maignan et Rabiot qui ont que 27 ans pour le coup. Coman à 26, Koundé 24, Konaté 23, Upamecano 24 ans, Théo 25 ans, Mbappé 24 ans, Kolo Muani 24, Tchouaméni 23. Enfin, on a vraiment... Et en plus, c'est que des joueurs pas en devenir, c'est des joueurs qui sont installés titulaires dans des grands clubs. Koundé à Chelsea, Konaté à Liverpool ou Upamecano au Bayern. Enfin, c'est des joueurs d'une... Enfin, c'est déjà une équipe dans le win now, si on peut prendre un peu des termes de basket. C'est une équipe qui est prête à gagner dès le prochain Euro. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de reconstruction avec la fin des Lloris, Varane, Giroud bientôt. Cette équipe est déjà là-dedans. Est-ce que pour toi, Gaëtan, ça coïncide et c'est une bonne décision d'avoir filé ce brassard-là, et pour toi aussi, à Mbappé, symbole un peu de ce truc de la jeunesse au pouvoir et ne pas attendre peut-être de le passer à Griezmann qui va faire 2-3 ans avec pour ensuite le donner à Mbappé. Là, directement, on envoie un signal. Mbappé prend le lead de cette équipe pour aller gagner tout de suite. Bah ouais, dans le sens où, tu vois, j'aurais pas compris, même si Griezmann a fait de grandes choses pour l'équipe de France et tout, voilà, genre il a un certain âge maintenant, et comme tu l'as dit, maintenant c'est la jeunesse, et du coup Mbappé symbolise cette jeunesse, c'est le leader technique offensif de cette équipe de France, et même, c'est vraiment le leader tout court, donc théoriquement tu étais obligé de lui donner le brassard, je vois pas comment il aurait pu mettre Griezmann qui est en dessous, dans la hiérarchie un peu des leaders et tout, et non, je voyais personne d'autre que Mbappé prendre ce brassard. Ouais. À part peut-être Maignan n'avait pas assez d'expérience pour là, mais Maignan aurait pu avoir ce rôle. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça parce que Mbappé, comme tu l'as dit, c'est leader offensif, technique. À lui tout seul, il a renversé la finale de Coupe du Monde. Et ça a failli nous gratifier d'une victoire en Coupe du Monde grâce à lui. Enfin, il l'a retourné quasiment tout seul ce match. Et peut-être que Maignan, par exemple, oui, avait de l'expérience dans du haut niveau, mais il n'a pas l'expérience en équipe de France. Ouais. Donc Mbappé, meilleur joueur du monde, peut-être actuellement ou alors en devenir. Honnêtement, il n'y avait pas 36 000 solutions. C'est vrai que si on avait donné le brassard à Griezmann pour au final le retirer quand il prendra sa retraite, même si Griezmann c'est le liant dans cette équipe, c'est celui qui permet d'avoir le lien entre le milieu, l'attaque, c'est celui qui fait un peu tout.
il y a quand même Mbappé qui est au-dessus, qui est le leader, autant dans ses paroles que dans ses actes, que dans sa technique. Enfin, Ouais. vous pouvez pas trop le donner à quelqu'un d'autre que Mbappé. Non, et puis il a parfaitement assumé son Mm. rôle face aux Pays-Bas vendredi en mettant un doublé et une passe décisive dès la deuxième minute à Antoine Griezmann, histoire de clore le faux débat un peu et la fausse polémique Ouais. qu'il y avait les jours qui précédaient ce match où on entendait des bruits de couloir comme quoi Griezmann était déçu, il se remettait un peu en question par rapport à son avenir en bleu. Mbappé, la conférence d'avant-match, il fait une conférence vraiment incroyable où il Mm. dit en gros, je comprends, mais t'inquiète, je vais être un taulier, mais je vais être accompagné par une team voilà, de Giroud, de Griezmann qui vont avoir aussi un rôle aussi important. Enfin, vraiment un discours de capitaine, Mm. fédérateur et tout. Et on voit dès la deuxième minute, il livre vraiment un caviar à Griezmann, tu vois, mais on sent que c'est de l'altruisme parce que Mbappé, si il a cette action-là à la quatrième minute et que c'est pas Griezmann juste à côté de lui, il peut y aller tout seul. Là, vraiment, de voir que c'est Griezmann qui fait cet appel-là, tu sens qu'il y a cette volonté de offrir cette passe D pour que direct ça éteigne C'est toute ça. rumeur vraisemblable. On va parler un peu de cette composition, on va un peu la disséquer pour voilà, un peu se pencher sur de quoi sera fait l'avenir de l'équipe de France. On va sauter un peu Maignan parce qu'il n'y a pas de débat à son sujet et puis il a parfaitement lancé un peu sa carrière de numéro 1 en arrêtant le penalty Ouais. dans le temps additionnel de Depay. On va plutôt parler de cette défense centre. Konaté ou pas Mécano pour remplacer un peu un Varane Kimpembe. Kimpembe reste sélectionnable, mais est-ce que pour vous, et toi en tant que supporter parisien et toi en tant que supporter de l'équipe de France, est-ce que Konaté ou pas Mécano, c'est le futur des Bleus ou il y a encore compétition avec des Saliba, des Kimpembe notamment pour une place de numéro 1? Déjà, ou pas Mécano, je pense qu'il n'y a plus de compétition. Ouais. Il est ancré. Mm. Déjà, je pense que je fais partie du top 3 meilleurs défenseurs actuels du monde. Ah ouais? Ouais, À ce point. je le dis, ouais. Ouais. Quand il est à haut niveau et qu'il fait ses gros matchs, je sais pas qui peut le passer. Je le trouve juste une bête, quoi, un Hmm. monstre. Des fois, ce problème, c'est peut-être sa jeunesse. Il fait des erreurs un peu faciles, bêtes, Ouais. justement dans les matchs à faible intensité où il peut se laisser distraire. Hmm. Mais dans les matchs à haute intensité, il a toujours répondu présent. Ouais. Et pour moi, il est imbougeable. Et après, tu as Konaté qui fait des très bons matchs en équipe de France. Mais tu as d'autres joueurs qui arrivent, comme bon, Todibo, ça reste encore un peu l'edge. Mais Ouais. moi, je pense vraiment à Saliba qui fait une saison Hmm. incroyable, qui peut aussi prétendre à une place de titulaire. Hmm. Et du coup, c'est plutôt avec qui l'accompagner que ça va, je pense, tourner. Mais Ouais. pour moi, Upamecano est intouchable. Ok. Konaté, toi, du coup, est quand même favori pour Honnêtement, accompagner Upamecano ou... Konaté, il a trop un profil qui est complémentaire avec Ouais, Upamecano. Ils sont super complémentaires, les deux. Ils sont ouais. super forts ensemble. Ils ont déjà joué ensemble d'ailleurs à Leipzig. Hmm. C'était dans un autre registre, mais ils ont déjà joué ensemble. Ouais. Et là, ils ont trop une complémentarité. Et même si je pense que Kimpembe peut être vraiment un atout s'il revient en forme et qu'il arrête de se blesser tous les 4 matins, je pense pas qu'il pourra déboulonner ces deux-là qui, s'ils restent à ce niveau-là, sont juste imbougeables. Ils sont Hmm. trop forts. À part Upamecano qui a fait une petite main, c'est même pas sa faute. Ouais. Ils ont été trop forts. Konaté, il a fait un match Ouais. de fou furieux. Et je pense Cerner est aussi que incroyable. pour l'instant, il a les faveurs de Deschamps. Mm. À voir, on en parlait un peu en off aussi. Les deux prochains matchs de l'équipe de France au mois de juin, ce sera Gibraltar et la Grèce. Si la France fait 6 sur 6 aujourd'hui, en approchant Gibraltar et la Grèce, il n'est pas impossible que Deschamps, dans son idée de renouvellement, teste aussi d'autres joueurs. Alors il va garder évidemment les Mbappé, les Griezmann dans la liste, mais tous ceux qu'on a évoqués en début d'émission, les Disasi, les Fofana, les Todibo, les Kefren Turam, peut-être qu'il va élargir aussi son champ des possibles en les mettant de côté, évidemment en les prévenant, mais en se disant bah j'en teste 5 autres qui toquent à la porte, parce que c'est Gibraltar et la Grèce et enfin voilà, on prend pas trop de risques, notamment face à Gibraltar. Et comme ça, pour les prochains matchs, septembre ou quoi, et quand on va approcher des compétitions de la National League et des qualifs pour l'Euro en jouant des équipes un peu plus fortes que la Grèce
Et Gibraltar, peut-être qu'il aura une idée un peu plus complète. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui vont venir, comme un Saliba typiquement qui est déjà sélectionné depuis un moment, mais qui va pouvoir faire une grosse perf aux côtés d'Upamecano et ça peut aussi relancer. Moi, je pense un peu comme Gaëtan que Konaté est pour l'instant à les faveurs de Deschamps, mais il n'est pas non plus indispensable et enfin, je pense qu'il y a la place en tout cas pour Konaté. Je trouve plus mon mot, mais mais Indéboulonnable. indéboulonnable, exactement, c'est ça. S'il fait un mauvais match ou un très mauvais match, il n'a pas 15 000 jokers comme peuvent avoir des Upamecano, des Mbappé, etc. Théo Hernandez, indispensable et pour le coup indéboulonnable. On voit son entente avec Mbappé qui est limite un des axes forts et puissants de notre 11. Koundé, l'autre côté, a de l'avance. Mais est-ce que pour vous, ça reste un mec qui va s'ancrer sur le couloir droit de manière durable en équipe de France? Mais moi déjà je l'aime pas. Le couloir, Koundé, c'est pas un latéral. J'aime pas quand on dénature des postes à des joueurs. Après au Barça aussi il joue latéral, mais ça, en fait ça. J'ai dit Chelsea tout à l'heure, mais c'est Barça. Oui, J'ai oui. confondu avec Fofana, moi. Mais c'est-à-dire que ce qui est bien pour Deschamps, enfin Koundé est bien pour Deschamps parce que Deschamps aime bien avoir un latéraux par exemple qui monte et un latéraux qui reste plus bas. Un latéral. Latéral, pardon. Non, bon, Il en perd son je suis français. malade, je suis désolé, je suis un latéral. Et du coup, et c'est pareil, genre, d'un côté souvent il te met offensivement, il te met un ailier qui monte et un ailier souvent qui reste un peu plus défensif. Et il fait toujours un peu dans ce style et du coup je pense que Koundé c'est le joueur parfait parce que il aime bien en mode il monte pas trop, il défend, il s'attelle plutôt à sa tâche défensive et après de temps en temps il se permet de monter et il peut faire quelques trucs. Mais c'est pour ça que Deschamps aime bien ce profil. Mais je pense que si un joueur plus performant en termes de latéral tape à la porte, Koundé ça saute. Parce que tu sens que c'est pas l'assurance quoi, non plus derrière. Mais c'est ça. en fait le schéma qu'on avait avant ce 4-3-3, c'était la défense à 3, là, un espèce de 3-5-2. Et pour le coup, dans certains moments, on le voit un peu, comme tu dis, avec un Théo très haut en termes un peu de piston. Et en fait, avec un Koundé qui, justement, sur les phases offensives de Théo, et si jamais il y a une perte de balle ou quoi et qu'il y a un contre, va y avoir un décalage de Upamecano qui va se mettre un peu défenseur centre gauche. Et en fait, Koundé va se mettre dans une espèce de défense à 3. Et là-dessus, de ce point de vue-là, ça marche. Et comme tu dis, c'est le bon élément. Koundé. Qui peut le menacer finalement Koundé, c'est du Pavard encore, qui réalise quand même une bonne saison du côté de Bayern. Il a le mérite de jouer et de marquer. Il y a d'une certaine mesure encore Klose, même si visiblement j'ai pas l'impression que Deschamps compte sur lui. Le fait de ne pas être rappelé là encore, c'est peut-être aussi un signal qu'il envoie. Il y a Kaloulou de Milan qui est aussi pas très loin. Pour toi, Koundé, ça peut rester dans la durée? Bah en fait, comme Gaëtan tu l'as dit, il a les faveurs de Deschamps et ça marche avec le système que Deschamps veut mettre en place. Pavard, pour moi, il a perdu son crédit qu'il avait auprès de Deschamps avec ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, les polémiques, enfin tout ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en interne, mais on se doute que ça devait pas être très joli. Donc je pense que Pavard peut-être restera, mais pas en titulaire. C'est sûr que là, Koundé, en plus, il n'a pas fait un mauvais match, Koundé, donc il a même fait un plutôt bon match. Et c'est vrai qu'avec le système de Deschamps, là, c'est vrai que tu vois pas quel autre latéral peut le remplacer, surtout qu'en France, c'est peut-être le point faible de cette génération, c'est qu'il n'y a pas vraiment un latéral droit exceptionnel qui se profile. D'une certaine manière, cette défense, moi je la vois un peu dans la longueur. La preuve, c'est que ce soir, face à l'Irlande, il ne devrait pas y toucher du tout. Deschamps, il ne devrait pas bouger à Koundé ou Konaté. Tu sens que vraiment ces joueurs-là, ils ont une certaine longueur, mais globalement, comme tu dis, il y a débat sur Konaté Koundé. Parlons du milieu de terrain, où là, pour moi, j'ai l'impression qu'il est complètement cadenassé parce qu'on a trouvé un espèce de trio ultra complémentaire. C'est ce Tchouaméni, Griezmann, Rabiot, qui a été juste
excellent contre les Pays-Bas, qui était vraiment une des grandes forces aussi de la Coupe du Monde pour les Bleus, avec 3 joueurs ultra polyvalents. Pour le coup, on peut voir un Tchouaméni en tant que récup, mais aussi en faisant une sublime passe D pour Mbappé lors du match. Un Griezmann qui va ratisser aussi un nombre impressionnant de ballons, et notamment sur le premier but aussi. Et puis un Rabiot qui se montre assez offensif, qui a un gros volume de jeu aussi. On a un trio au milieu qui peut être vraiment l'avenir des Bleus. Ouais, tout à fait. On a un milieu qui. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'avant la Coupe du Monde, on avait ce problème de. Bah, ça a toujours. Enfin, ça a été depuis très longtemps Pogba-Kanté, notre milieu de terrain. Ouais, Pogba-Kanté-Griezmann. Et en fait, pendant la Coupe du Monde, on s'est rendu compte que Rabiot était très très bon. ouais. Et pourtant, au tout début, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fait quelques matchs Mm, pas extrêmement aboutis du côté de l'équipe de France. Donc, il arrive dans cette équipe de France. Il s'impose pendant la Coupe du Monde. Tchouaméni, c'est la même chose. Il a mis un peu plus de temps peut-être, mais il s'est imposé. Et là, ce milieu de terrain, il est juste exceptionnel. Il est juste trop bon. ouais. On a Tchouaméni qui est un peu derrière à regarder tout ce qui se passe, à aller bien se positionner pour récupérer des ballons. Rabiot, il court partout. Il comble l'agressivité et le jeu très offensif de Mbappé et Ouais. Hernandez sur la gauche, du coup. Et des fois, on le voit, il est limite collé à la ligne de touche. Et de l'autre côté, tu as Griezmann qui court partout sur le terrain, qui n'a pas trop à s'occuper du côté droit parce qu'il y a un Koundé justement qui est un peu plus bas, un Coman qui monte un peu moins que Mbappé. Et au final, ça donne un milieu de terrain qui, combiné à la défense qu'on a, est Ouais. juste très complémentaire et exceptionnel. Mm, Et ils ont un niveau technique, ces trois-là, qu'ils ont prouvé à la Coupe du Monde et qui est juste ouais. incroyable. Toi, t'en penses quoi de ce milieu de terrain, Tchouaméni, Griezmann, Déjà, Rabiot? je suis très hypé par Rabiot. Ouais, Parce qu'il fait une saison incroyable avec Mm. la Juve. Et tu le vois dans les matchs, je trouve que sa projection vers l'avant Mm. est très importante pour les systèmes offensifs. Mm. Parce que ce qu'il apporte, c'est que Mbappé souvent vient repiquer dans l'axe. Et lui vient un peu combler ce trou. Et vraiment, la preuve, il marque beaucoup de buts en Serie A. Et sa projection vers l'avant est super intéressante ouais. pour les combinaisons. Et après, il a des kilomètres sur le terrain. Il court tellement de kilomètres. Il arrive à faire les efforts autour. Vraiment, Rabiot, c'est vraiment le coup de cœur Mm. de ce milieu. On Tchouam- l'attendait pas, on l'attendait pas à Non, une on telle l'attendait dimension. pas à ce niveau. On n'attendait pas du tout à ce qu'il soit à ce point-là indispensable en fait dans le milieu de Ouais. terrain. Ah, mais la Coupe du Monde qui te Mm. sort, et après il continue à ce niveau. Moi, je le trouve tellement impressionnant. Ouais, Et après, tu as Tchouaméni qui continue d'évoluer, d'augmenter. Après, tu peux le seconder d'un Camavinga. Mm. Griezmann qui fait encore du Griezmann, c'est-à-dire offensivement il apporte, il distribue le ballon comme il sait le faire, et puis quand il faut défendre, il est toujours présent. Le seul petit bémol que je mets, c'est les doublures, ouais, parce que souvent en équipe de France on a beaucoup de cas de blessés, Mm. et que c'est beau ce trio, mais s'il y en a un qui se blesse ou si ça se blesse, derrière il n'y a pas grand-chose quoi. ouais. Moi je suis déjà... Fofana, Kefren Turam et Camavinga pour le coup qui sont les doublures. Ouais, moi je suis très content qu'il ait sélectionné Kefren Turam. Ça fait longtemps que moi je trouve que c'est un joueur très intéressant, Mm. qui promet un bel avenir. Et donc je suis content qu'avec Nice, la machine roule mieux pour qu'on voie vraiment ses qualités Ouais. au grand jour. Mais ça reste léger, quoi. C'est-à-dire que vraiment derrière, t'as pas de quoi construire une grande équipe. On sait on a vu les limites de Fofana. Mm. Fofana, c'est pas terrible. C'est pas quelqu'un qui fera très longtemps en équipe de France. Faut- Non, Fofana, il a pour fait moi, des c'est- bons matchs, mais Pour moi, Fofana, c'est le Sissoko là. Mm. T'arrives, tu y rentres, tu fais oh putain, Mm. fais chier quoi. Et après, tu vois, il n'y a pas grand chose. À part Kamavinga qui vraiment, lui, par contre, est une vraie doublure. Mm. Que peut-être à la Coupe du Monde, il n'était pas à ce stade, mais depuis que Tchouaméni s'est blessé, il s'est imposé au Real Mm. et il a fait de très bons matchs. Donc là, vraiment, je le considère comme une vraie doublure. Mais après, ça reste léger. C'est la seule crainte que j'ai. Ouais. Quand Pogba, pour vous, c'est terminé? Ils reviendront pas en équipe de France Bon, vaut mieux même pas qu'ils reviennent. Enfin, ils ont été très bons, ils ont fait des bonnes années en équipe de T'as France. pas l'impression qu'ils vont dans le nouveau cycle de la France? Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ça, en fait, pourquoi
il viendrait sélectionner un Kanté et un Pogba alors que ça marche très bien. Au pire en doublure, mais est-ce que ça sert à quelque chose de les mettre en doublure? Autant laisser la place à des Kanté, jeunes. je pense que. Kanté peut-être, Après, oui, même, Kanté. Après, faut voir comment il je revient. pense, en vrai, imaginons, ça sert toujours, imaginons ils reviennent super bien, tu les prends en doublure, même Kanté revient à un niveau, parce que Quentin, il est capable de revenir à un niveau de fond, c'est Oui, pas, oui. ou même un Pogba, je sais pas, il retrouve un bon niveau, ils sont toujours sélectionnables. Pour moi, Ouais. il se passera jamais d'un Kanté qu'il a tellement apporté, imaginons Ouais. Kanté retombe sur des grosses performances, sûr il le sélectionnera. Ouais. Donc, Encore ça, c'est à faut-il voir. qu'il le fasse. On avance Ouais, c'est ça. dans notre déroulé. Il nous reste une dernière ligne avant de passer au rugby. La ligne d'attaque avec du coup Kolo Muani qui est un peu la nouvelle coqueluche de l'équipe de France qui va venir épauler Mbappé. Alors Mbappé va garder son couloir gauche visiblement, mais dans la gentille transition en termes de pointe où Giroud va tranquillement s'effacer pour laisser la place, Kolo Muani arrive comme étant le numéro 1 potentiel à ce poste d'attaquant. Il va peut-être être essayé ce soir couloir droit pour laisser la pointe à Giroud. Mais Kolo Muani, nouveau visage offensif des Bleus, toi ça te hype ou pas Gaëtan? Ouais, mais le truc c'est Ouais, que... il est hypé, hein. Non, mais en vrai, c'est juste que j'y réfléchis et genre, je trouve que c'est un excellent joueur et tout, mais qu'il faut pas s'enflammer non plus. Ouais. Je trouve D'accord. que c'est un très bon joueur, mais j'attends de voir encore. Parce que en tant que role player, très bon, mais en équipe de France, Il faut doit marquer. s'aguerrir, ouais. Faut marquer. Ouais. C'est son rôle, c'est le numéro 9. Faut qu'il mette des buts et c'est là que je vais l'attendre. Après, par contre, dans le jeu, c'est déjà très bien qu'il s'entende bien avec ses partenaires, qu'il arrive à créer, à combiner et tout. Mais je vais l'attendre en tant que buteur de cette équipe de France. Et Giroud, quand il joue, souvent, la plupart du Ça temps, il marche. marque. Donc s'il ne remplit pas cette fonction, je ne vois pas remplacer Giroud pour l'instant. Le couloir droit, Romain, c'est encore une interrogation. Il y a C'est de ça. la place. Coman part avec les faveurs de Deschamps, mais on sent que Coman est un joueur qui a jamais réussi vraiment à s'imposer en équipe de France, pas en tant que titulaire, en tout cas dans la durée. Il va être confronté un peu avec Kolo Muani potentiellement en tant que Giroud est là en attaque, voire Marcus Thuram. Coman, qu'est-ce qu'il lui faut pour s'inscrire un peu dans la durée? Parce que c'est un joueur qui joue dans des très grands clubs de manière assez régulière. Il fait ses matchs avec la Juve, avec le Bayern maintenant, avec le PSG avant. Mais qu'est-ce qui lui manque un peu en équipe de France? Là, Coman, ce qui est un peu compliqué, c'est que avec le Bayern, on le voit, c'est un excellent joueur. Ce qui est un peu compliqué pour lui, je pense que contrairement à Mbappé, qui a un latéral qui est extrêmement offensif comme Théo, là, il a un latéral de son côté qui est Koundé, qui est bon défensivement, mais offensivement, c'est un peu moins ça. Ouais, il doit Et créer même, tout c'est seul. pas le système en fait tactique de Deschamps. Donc peut-être qu'on va moins le voir à cause de ça, mais que ce sera pas forcément à cause de son niveau ou quelque chose comme ça, que c'est juste, c'est le jeu qui veut qu'il y a moins d'attaques de son côté. Sur ce match-là, il y avait 41% des attaques qui venaient du côté gauche, environ plus ou moins 30 du centre et 21 ou 25, je crois, du côté droit. Donc on voit que le jeu est plutôt penché vers la gauche et le centre, largement. et moins vers la droite. Faut qu'il fasse attention, Coman, parce que si jamais il n'arrive pas à s'imposer, ou même s'il commence à faire des mauvais matchs, il y a du du Diaby. Ouais. Moussa Diaby, oui, que j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Dembélé, il est blessé, c'est ça, Dembélé Ouais, là, actuellement. Ousmane Dembélé, il est blessé actuellement. Ouais, mais il va revenir. C'est ça. Ouais. Voilà, mais s'il revient, Dembélé, ça reste C'est lui qui Dembélé, donc prendra la place. faut qu'il fasse attention, parce que oui, c'est très probable qu'il prenne la place. Comme tu l'as dit, il y a Kolo Muani, si jamais Giroud reste encore quelques années, il y a Kolo Muani qui peut combler ce poste. Marcus Thuram. Ouais. Et là, en fait, Il y a du pas monde. mal de, il y a pas, Il y a pas mal de monde, mais peut-être il n'y a pas encore celui qui va s'imposer. Ouais, Quoi. il y a du monde, Gaëtan, pour un rôle, peut-être un des rôles dans l'équipe le plus ingrat, parce que comme il dit, Mbappé et Théo prennent beaucoup de place dans les offensives. Donc en fait, tu dois être attaquant, quand tu es attaquant droit en équipe de France, tu dois être attaquant, tu dois être un maximum décisif sur très peu d'occasions, parce que finalement, tu en as 2-3 dans le match, quoi. Mais c'est ça, et déjà Coman, c'est peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés. Je trouve on parle tellement... Bon, après, il a eu beaucoup de blessures et tout, mais on parle peu de lui, alors que
Le gars, genre, à chaque fois que je regarde un match, j'ai l'impression que je le vois jamais louper un match. Il est toujours correct ou bon. Mais en équipe de France, c'est vrai que je le sens bridé, contrairement au Bayern. Où au Bayern, il se lâche dès qu'il a le ballon, il provoque. C'est fou comment, dès qu'il a le ballon au Bayern, il va vers l'avant et il va direct provoquer. Je trouve qu'en équipe de France, c'est pas ce qu'il fait. Je sais pas si c'est les consignes. Après, pareil pour Dembélé en Coupe du Monde. Dembélé au Barça, ça provoque, ça dribble dans tous les sens. En Coupe du Monde, ça défend, ça ose même pas faire un dribble. Ça sort à la 30e en finale de Coupe du Monde. Logique, ça fait même pas un dribble alors que c'est censé être sa spécialité. Après, bon, on parle de Kolo Muani, de Marcus Thuram. Moi, je serais très déçu de voir des joueurs à ce poste parce que c'est pas du tout leur poste. Oui. Ils ont pas la vitesse, ils ont pas le dribble, ils ont pas la percussion. Voilà, la percussion, ce petit truc qui fait que l'ailier il va pouvoir provoquer et gagner des mètres et pouvoir se créer des occasions. Donc j'y crois peu. Le seul, je sais même pas qui c'est qui pourrait les concurrencer pour l'instant. Mais ça joue part entre Dembélé. Moussa Diaby peut-être. Ouais, mais c'est un Diaby c'est encore Il reste à prouver. trop déchet dans son jeu. Ouais. Après, il est jeune, hein, il a 23 ans. oui, Moussa bien Diaby. sûr, un peu comme les trois. Après, il peut y avoir, on n'a pas parlé aussi d'Nkunku qui peut peut-être éventuellement prendre ce poste sur le côté. Mais il n'y a pas encore cet ailier. Pour moi, Coman, c'est un joueur que si on lui donne la confiance, comme il a au Bayern, c'est-à-dire va dribbler, va provoquer, il peut faire vraiment tellement du mal aux défenseurs parce qu'en plus, tout le match, il insiste. Et après, tu fais rentrer quelqu'un d'autre peut-être derrière, même s'il ne passe pas. Ça use. Ouais. Et du coup, moi, en tout cas, personnellement, je vois pas qui pourrait l'inquiéter. Bon, on verra si ce soir il fait un match histoire de un peu distancer ses concurrents potentiels au poste d'ailier droit. Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure Gaëtan. Merci à toi Romain pour cette première partie foot. On va passer maintenant au rugby, au top 14, un top 14 qui a repris après la fin du tournoi des 6 nations. On va parler de tout ça avec l'ami Gauthier. Comment il va Gauthier ? Bah, ça va. On est en forme. On est en forme. Il y avait du rugby, il y avait tout ça. On était au match ce week-end de l'UBB La Rochelle. Ça fait poutrer le cul, mais au moins on était là. C'est déjà ça. On va parler de tout ça ensemble. On va faire un point du coup un peu sur les grands moments de cette reprise du top 14. La 21e journée qui s'est déroulée. Exactement. On approche de la fin. 5 journées. Il ne reste plus que 5 petites journées pour définir et terminer ce classement de ce top 14. Et ma foi, ce top 14 qui est bien serré. Ouais, avec quoi alors en top, on va commencer avec le top. Quelle équipe pour toi a vraiment fait le meilleur match ? Pour moi, ce week-end, il n'y avait pas photo. Hein. C'était celui où j'étais. C'était La Rochelle contre l'UBB qui se jouait du coup à Bordeaux, au Matmut, le gros stade des Girondins de Bordeaux. Enfin, tout simplement dans le gros stade. Donc, les Bordelais qui ne sont pas souvent très en réussite dans ce stade lorsqu'ils sont en dehors du Chabandelmas. Et malheureusement, on a eu une équipe de La Rochelle bien trop puissante. Même si moi j'ai été impressionné par cette équipe de l'UBB qui, je trouve, physiquement a très bien tenu les Rochelais. Je pensais qu'ils se feraient déborder beaucoup plus rapidement. Une première mi-temps où ils ne sont menés que 9-6, parce qu'on pouvait prendre bien plus. Et du coup les Rochelais qui déroulent, qui s'installent confortablement à la deuxième place sur ce podium. Et c'était vraiment le top de ce week-end. Faut pas s'inquiéter pour l'UBB. Mais sur le papier, c'est vrai que quand tu vois à domicile le derby de l'Atlantique devant 40 000 personnes au Matmut, 6-36, ça fait vraiment mal. Ça fait mal à l'ego. Quand tu regardes le contenu et que tu as assisté au contenu, c'est pas si inquiétant que ça parce que comme tu dis, ils ont été courageux défensivement surtout. En fait, c'est pas inquiétant pour les avants, on va dire. Les avants, moi je trouve qu'ils font un boulot monstrueux à l'UBB, enfin monstrueux. Ils font un bon boulot, mieux qu'on ne pourrait l'espérer. Et là où les arrières, par contre, c'est vraiment du foutage de gueule sur foutage de gueule. On a un Maxime Lucu qui fait des erreurs, mais totalement inacceptables pour un joueur de son niveau. C'est quand même un mec qui est deuxième en équipe de France, qui est censé pouvoir suppléer Antoine Dupont. Il y a clairement un monde entre ces deux joueurs. On a un Maxime Lucu qui loupe des sorties de balles qui sont totalement élémentaires. Il y a des passes qui sont mal ajustées. Il joue au pied, mais c'est catastrophique. Nous, j'étais au stade et du coup, j'étais un peu à l'étage.
Et le moindre coup de pied qu'on voyait, du coup, c'est à notre hauteur. Et en fait, il n'y a pas de distance, quoi. Ouais. Le coup de pied, il part à une hauteur folle et il gagne 5 mètres, quoi. Ouais. Et en plus, du coup, tu te dis, ouais, derrière, il y a une chance qu'il gagne les 5 mètres et qu'il se passe quelque chose. Non, il ne se passe rien parce qu'en plus, ils sont mauvais en l'air. Alors, il n'y a rien. Il y a rien. Les ailiers, ils ne touchent pas un ballon. Il y a eu une passe après contact qui a fait gagner 20 mètres. Et 2 secondes après, on fait un en avant. Il y a Enfin, il y a que des mauvais choix, je trouve, qui sont faits. Et malheureusement, cette défense en fait, on se fait déborder au niveau des ailiers, au niveau des arrières, là où les avants font un boulot plus qu'acceptable. Ouais. Les arrières, malheureusement, font une copie bien mauvaise dans cette équipe de l'UBB. Très bien, on verra comment ça va rebondir. On parlera du classement juste après nos 4 rubriques parce que sur ces 5 derniers matchs, il va se passer des choses et l'UBB a intérêt à retrouver de la confiance. Ce sera peut-être lors du prochain match. On va parler de ton flop. Ton flop n'est pas l'UBB du coup, Non. mais c'est une autre équipe. Mon flop, si je me souviens bien, c'est Toulouse. Toulouse. Qui a non, perdu. non, pas du Si. tout, ça c'est ma surprise. Non, si c'est ça. Si c'est ça. Tout à fait. Ouais, j'avais un doute. Face à Castres. Face à Castres. Le flop, c'est Toulouse. Toulouse qui perd contre Castres. Castres qui est 11e de ce top 14. Ouais. C'est plus un flop pour Toulouse, même si c'est pas très très grave. En vrai, ils sont bien installés dans cette première place. Ils avaient gagné beaucoup de matchs importants. Et du coup, ils sont toujours premiers avec 6 points d'avance, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est un flop parce que c'est un match qui a été auquel ils sont passés à travers Toulouse. Malheureusement, c'est un peu triste pour cette équipe. Moi, je mets ça en flop parce qu'il n'y a pas pire flop. Ouais. Mais en même temps, le flop n'est pas gigantesque non plus. Il fallait en mettre un. J'ai mis cette équipe-là. Toulouse n'est pas en danger. Ça fait du bien à Castres. Castres qui s'éloigne un petit peu de ses places relégables en se plaçant à la 11e place. Et du coup, voilà, c'était plus pour mettre en avant le bon match de Castres et le mauvais match de Toulouse. Toulouse d'ailleurs qui manquait 6 des joueurs piliers. Donc voilà, en grosse partie de pourquoi cette défaite toulousaine en tout cas. Et du coup, quelle est ta surprise? Et bien ma surprise du week-end, c'est ce Racing 92 Stade Français, ce duel Derby. fratricide francilien Ouais, c'est ça. qui se jouait au Stade Français. Le Stade Français qui pour moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment ils sont 3e de ce podium. À chaque fois que je regarde leur match, ils jouent bien, mais ils ont clairement pas cette place au 3e. Je trouve qu'il y a bien des meilleures équipes qui sont en dessous. Ouais. Ouais. Et ils ont été pendant longtemps Ils ont été, deuxième. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont été pendant longtemps deuxième Ouais. et je comprends pas. Mais c'est parce que les autres se mettent des bâtons dans les roues Ouais. à perdre contre des équipes contre lesquelles ils ne devraient pas perdre. Et du coup, ce Stade Français qui est encore 3e et qui du coup a perdu contre le Racing 92 ce week-end, alors que le Racing 92 a pris un carton rouge au bout de 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc à 14 contre 15, le Racing 92 c'est pas en grande forme en ce moment en plus. Et je sais pas comment, enfin si je sais comment parce que j'ai vu le match, mais j'ai été très étonné de voir ce Racing 92 réussir à réagir, réussir à défendre contre un Stade Français un peu stérile, honnêtement. Moi, ma petite surprise, c'était le derby du Sud-Ouest entre Bayonne et Pau. Bayonne qui était jusqu'ici une très bonne forme, la surprise de cette saison, on va pas se mentir, qui affrontait Pau qui était relégable à ce moment-là. Un Bayonne à domicile entre guillemets puisque le match était délocalisé à San Sebastián pour accueillir bien plus de monde dans le stade de football de la Real Sociedad. Du coup devant à peu près 40 000 personnes aussi, le match était à guichet fermé. Pau s'est imposé à la surprise générale contre Bayonne 30-20 dans un super match, vraiment une belle rencontre de rugby. Les Palois qui ne se sont pas fait peur sur la fin, qui ont assuré la fin de match assez sereinement. Donc voilà, ça les permet de sortir de la zone rouge. Va y avoir une bataille à 2 parce que Brive est déjà condamné, je pense. Mais entre Pau et Perpignan, ça va être intéressant. Mais voilà, Bayonne qui cale un peu. Et on va parler d'abord du joueur et ensuite on reviendra un peu sur ces équipes-là. Ton joueur, quel est ton joueur du week-end? Pour moi, mon joueur de la semaine, c'est clairement Julien Dumora. Pour reparler un petit peu de Castres, c'est le joueur qui, pour moi, a fait gagner cette équipe de Castres ce week-end. C'est l'homme à tout faire de Castres, c'est celui qui est vraiment à la baguette, qui mène cette équipe.
Il a vraiment été très très bon. Il met un doublé ce week-end contre les Toulousains. Il avait annoncé son doublé en plus avant le match. Ouais. Il avait dit à un de ses potes je mettrai un doublé pendant ce match, tu verras. Et il a marqué doublé. Et du coup, du haut de ses 35 ans, monsieur Julien Demora qui fait une grosse performance ce week-end. Voilà. Voilà un petit peu mon joueur du week-end. Donc du coup, on va reparler Je vais prendre le classement et les résultats. de cette compétition pour les phases finales. On le rappelle un peu le système en rugby, c'est le top 6 qui joue les phases finales. Le premier et le deuxième gagnent un tour, ils sont tranquillement en demi-finale. Et puis ensuite, le troisième va affronter le sixième et le quatrième affrontera le cinquième. Le premier ensuite affrontera en demi-finale le vainqueur du match 4 et 5, c'est ça. Et ensuite, le deuxième, à l'heure actuelle, La Rochelle, qui affrontera le gagnant du match entre le troisième et le sixième. On en parle parce qu'il y a une grosse bataille. La Rochelle et Toulouse ont de l'avance, sont solidement en demi-finale. Alors, il reste 5 matchs, mais c'est pas fini. C'est pas fini. La Rochelle qui est quand même sur 5 victoires d'affilée. Ouais. Toulouse qui est bien devant, qui va récupérer ses internationaux. Je me fais pas trop de soucis pour qu'ils gardent ce podium. Par contre, en dessous, il y a bataille. Stade français, je regarde ici, je me trompe de gamme. Stade français, 56 points. Lyon, 4e à 55. L'UBB à 53. Toulon à 52. Racing à 51. Et Bayonne à 50. On sait que dans un match de rugby, potentiellement, on peut prendre 5 points, c'est ça qu'on disait, avec les bonus. Exactement. C'est ça, hein, c'est 4 points une victoire et avec un bonus. C'est 3 points. C'est 3 points la victoire 3 et 1. Et 4, donc 4 points la victoire. Il n'y a que 6 points entre le 3e et le 8e Bayonne. Donc tout est possible. Quelles sont les équipes un peu en forme entre la 3e et la 8e place pour toi? Quelles sont les équipes qui doivent un peu s'inquiéter et serrer les fesses? Pour moi, l'équipe qui est en forme en ce moment, c'est Toulon. Toulon qui, si je ne dis pas de bêtises, a gagné contre Lyon ce week-end. Tout à fait. Donc Toulon qui resserre en fait ce milieu de tableau un peu plus fort encore et qui du coup se replace du coup à cette 6e place et rentre dans ces phases qualificatives, enfin ces places qualificatives. Et on a cette UBB qui est un peu moins bien. Donc il va falloir faire attention à des équipes comme Bayonne. Bayonne, ça leur fait mal d'avoir perdu ce week-end parce que Bayonne, ils auraient bien aimé remonter dans ce top 6. Donc à 50, ils sont tout juste en dessous. Le Racing 92 qui fait la bonne opération ce week-end en allant chercher une victoire et du coup en remontant à la 7e place. Enfin, et du coup, il y a tout qui concorde pour qu'à chaque fois, ceux qui ont gagné la semaine d'avant, ils gagnent la semaine d'après, etc. Et non, enfin, c'est très très difficile à pronostiquer. On a ce Toulouse-La Rochelle qui a des chances d'être top 1, top 2. Ce Stade français qui, pour moi, va redescendre. Je ne sais pas quel est leur calendrier du Stade français, mais… Je suis en train de regarder un peu les prochains matchs des équipes. Stade français jouera Brive le prochain match. Brive, ça c'est une victoire facile, donc ça va… Enfin, une victoire facile, normalement. Ils sont derniers du top 14, donc ça devrait être une victoire facile. D'ailleurs, Clermont qui a fait sa première victoire avec Christophe Furios ce week-end face à Brive. Dans les matchs, un peu, on va pas prendre les 5 journées, mais déjà, il va y avoir des matchs assez importants. Toulouse, Lyon et La Rochelle, Bayonne. Lyon et Bayonne qui vont jouer les 2 premiers. Et c'est des matchs où il va falloir peut-être prendre des points et ça va peut-être pas être si évident que ça. Un petit bonus défensif qui pourrait faire du bien. Et un Racing 92 Bordeaux-Bègles très intéressant et très important. Ça va être le match couperé. Ça va être celui qui gagne aura des grandes chances d'être dans le top 6 et celui qui perd va falloir qu'il se sorte les doigts du cul dans les autres matchs. Et pour l'UBB, on va un peu zoomer, excusez-nous si vous nous suivez en dehors de la Gironde, mais on va quand même faire un point sur notre équipe locale. L'UBB, du coup, qui pour la fin de saison va donc jouer, je l'ai dit, Racing 92, va ensuite recevoir Lyon, donc match aussi couperé pour le coup, va ensuite se déplacer à Toulouse, va recevoir Pau. Non, c'est que des matchs compliqués. Et va finir son dernier match à Toulon. C'est très très donc compliqué. Donc l'UBB qui a quand même 3 équipes en concurrence directe, le leader du championnat, et puis Pau qui est l'outsider qui peut venir embêter ces équipes-là. Et qui va chercher son maintien aussi en fait. Donc après, dans un championnat de 14 équipes, il
n'y a pas vraiment de ventre mou. Tu dis, bon, il y a des équipes qui sont bonnes à prendre ou quoi. Mais en tout cas, calendrier loin d'être facile pour l'UBB qui n'a que 2 points d'avance sur la 7e place, Tout à fait. qui est la place du con. Tout à fait, tout à fait. Donc, non, ça va être palpitant cette fin de saison de top 14. Ouais. On va avoir plein de rebondissements, plein de matchs hyper importants qu'il va falloir suivre de très très près. Ouais. Et ça n'est que du bon pour ce genre de sport, quoi. Si vous n'êtes pas un grand amateur de rugby ou si c'est pas un sport que vous regardez beaucoup, cliquez sur ces 2-3 matchs à confrontation directe parce que ça promet. De fou. Alors des fois on a sur des matchs très importants et des fois c'est pas toujours du beau rugby, mais en termes d'impact et d'énergie, les équipes vont être au rendez-vous de ce point de vue-là. On est sur une fin de saison très resserrée pour les phases finales. C'est pas tous les ans que ça non. arrive. Donc voilà. Pas autant en tout cas. Voilà, pas autant. Là, c'est quand même très très serré, hein. Merci à toi Gauthier, on se retrouve Bah, de rien. la semaine prochaine pour du rugby. On va finir… Un dernier tout petit point. Vas-y. C'est parce que ce week-end, il y avait le 6 Nations des féminins Oui, avec la France qui a gagné. et qui a gagné contre l'Italie. Ouais. Voilà. Tu sais le score? Je me rappelle plus du score, je sais que c'était hier après-midi. Et c'était 22-12, victoire de la France dans ce tournoi Destination féminin, 22-12. Quelles sont les chances de cette équipe de France Des finale chances, des chances, des chances de podium, il y en a. Ouais, Des chances de victoire, c'est très infime. Les Anglaises sont trop très fortes, Ouais. les Irlandaises aussi. ok. Même si une deuxième place ne serait pas volée, mais disons que les Anglaises, il y a très peu de chances. Ouais. Ok, Très très peu de chances de les battre. très bien. Voilà. Merci Guillaume. Merci mon Gauthier, on a Je te laisse en régie, sortir. Gauthier, hein Non, c'est moi qui continue. C'est un continu, je te laisse sur le basket, Vas-y, t'es sûr vas-y. Ouais. T'es certain pour le Vas-y, basket Allez, dégage. Et du coup, on va recueillir Guillaume ce soir qui va parler des Spurs. Les Spurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, Guillaume, ce soir? Les Spurs, ils sont bien derniers, bien pourris. Ils ont pris 40 pions, je crois, d'écart face aux Celtics. Aïe, aïe, aïe. 43. C'est la plus grosse défaite, je crois, de Greg Popovich, illustre entraîneur de son histoire. Je crois 43 points, c'était pas arrivé depuis des années. Qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est fort. Eh ben, je Merci. vais laisser Mamcher. C'était la patate chaude et j'ai plutôt bien prise. On va accueillir Mamcher et Gaëtan tout de suite pour cette partie rugby, les gars. Partie basket, pardon. Ouais, au rugby, je repars. Oui, Rugby, ça repart. Ça va les gars? ça va et toi? Ça va, très bien. On est le 27. On est le 27 mars et c'est peut-être la première fois de cette année que je vois les cheveux de Mamcher qui est venu sans son bonnet. Je crois que c'est une première Il y a dans mon petit frère Ketchup qui m'a Mayo. fait une petite coupe rapidement. Je me suis dit, Je on crois peut que c'est montrer. une première dans Ketchup Mayo cette année en direct. Nous voyons la tête entière de Mamcher. J'espère que tu vas bien. Profitez. Ça va les gars? On va parler du coup de cette fin de saison aussi serrée que celle du top 14 en NBA. On va parler un peu de la conférence Ouest, on la débat semaine après semaine tellement elle est palpitante, mais on va aussi se concentrer un peu à l'Est où il y a quand même 2-3 points assez importants. On va d'ailleurs même commencer par cette conférence Est, messieurs, avec les 3 points sur lesquels on va s'attarder. On va commencer avec ton équipe, Gaëtan, les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. Une seule victoire sépare les deux équipes. Pour l'instant, c'est à l'avantage de Milwaukee. Comment tu vois cette fin de saison? Qui va finir premier de la conférence Est selon toi? Ça va tenir pour Milwaukee ou Bah, en vrai, je pense que ça va tenir, mais je pense aussi que ça va calculer. Moi, je pense que ça va un peu calculer, comme chaque saison, les Yes. franchises essayent de calculer pour savoir. Ouais. Pour l'instant, Boston deuxième, c'est bien. Bon, de toute façon, là, je pense que tu termines premier ou deuxième. Ouais, T'affrontes ce qu'il y a dans le play-in Ouais, c'est côté Est, ça fait pas peur. Après, en tant que Clairement. premier et deuxième, du coup, avec le play-in, c'est plus compliqué de calculer, quoi. Ouais, voilà. Mais par contre, même troisième, en vrai, troisième, je trouve que t'es bien. T'arrives, t'affrontes soit les Nets, soit peut-être Miami, mais là, les Nets ont l'air Ouais, d'être les Nets, ouais. d'être bien partis. Donc les Nets, franchement, c'est largement prenable. Ce qui commencerait à être un peu plus dérangeant, c'est de peut-être de prendre New York. Ouais. New York, New York, ça va, c'est 5e. Donc, ouais, ça va. Donc, ça faut a de la marge. vraiment faire une dégradation. Donc, pour l'instant, pour moi, ils sont safe. Hein, mais je pense que Milwaukee va rester premier. Boston va aller chercher cette deuxième place. Les deux équipes, alors Milwaukee peut-être un peu plus, a un peu plus
pas d'ambition, c'est pas le mot, mais d'enjeu. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Un peu plus d'enjeu parce que ils sont à la lutte pour être le meilleur bilan tout court de la NBA. Et dans un peu l'enjeu du MVP, être le meilleur bilan de NBA, ça peut peut-être aider Yanis à être un peu plus sérieux. On sait on parle beaucoup de Embiid et de Jokic dans cette conversation, mais je sais pas, Yanis à plus de 30 points comme il le fait, je crois qu'il a 32 points ou 31 points de moyenne sur la saison. En étant premier bilan de toute la NBA, ça pourrait être quelque chose à aller chercher aussi. Ouais, c'est sûr. Yanis, il n'est pas à exclure de la conversation. Après, il a déjà eu. On sait que la NBA, ils aiment renouveler. Même si Jokic, là, ça va être dur de lui retirer. Ouais. Jokic, il est finit en vraiment triple-double. Très grosse tête de course. Après, on a Embiid et je pense que Yanis, il doit suivre avec Tatum peut-être. Ouais. Donc, ouais, je pense que Yanis, s'il finit avec le meilleur bilan de la NBA, qu'il reste premier, c'est sûr qu'il va être toujours dans la course, quoi. On va parler d'une autre course et qui est pas moins importante, loin de là. 6e Brooklyn, égalité, pile 40 victoires, 35 défaites avec Miami 7e. Pourquoi on va parler de cette course entre le 6e et le 7e qui sont à égalité? C'est parce qu'il y a une des deux qui va aller en play-in et l'autre qui va se qualifier directement. Et pour les Nets, on va pas se mentir, la case play-in, c'est tout sauf un cadeau. Parce qu'ils sont vraiment dans une sale période. Je crois qu'ils sont à 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Ça dégringole au classement au fur et à mesure. Et évidemment, tout le monde est parti pendant la saison. Et c'est une équipe qui a vraiment besoin de cette 6e place, qui va tout faire pour la garder. Parce que 2 matchs coup près, quand tu es l'une des 16 équipes Chicago, Toronto, Atlanta, tu te dis, Brooklyn sur un match, on les prend, on les retourne, quoi. Il n'y a pas moyen. Pour toi, est-ce que ça va tenir Brooklyn ou Miami vont les coiffer sur la fin? Je dirais déjà Miami est favori pour cette place. Mais après, Brooklyn ont une équipe D'outsider un peu. Ouais, qui peuvent jouer, créer quelque chose. Après, c'est compliqué parce que franchement, les deux équipes sont tellement intermittentes. C'est pas des équipes, que ce soit l'un ou l'autre, je pense qu'elles vont se faire rooster, mais bien correctement en playoff. Ça va être assez expéditif. On a du mal à imaginer, on dévie un peu le débat, mais même cher, une upset du côté de la conférence Est, tant les 3 premiers sont limite intouchables. Derrière, tu as Cleveland avec New York, peut-être elle peut venir de là, mais quand même Cleveland, c'est quand même du très sérieux aussi, avec un Evan Mobley qui ces derniers matchs est quand même assez monstrueux. On a du mal à voir, il y a vraiment un écart de niveau entre le haut et le plus bas de la conférence Est. C'est clair qu'il y a un vrai contraste entre la conférence Ouest et la conférence Est. Là. On a une conférence Ouest vraiment très serrée avec presque tout le monde a le même bilan en dessous de la 3e place. Et à la conférence Est, c'est vraiment très marqué, là, comme tu viens de le dire. On a les 3 premiers qui sont sécurisés. On ne sait pas encore entre Milwaukee et Boston qui va finir premier ou deuxième. Donc voilà, il y a quelques 2 places qui vont se jouer, mais sinon, globalement, le tableau il est déjà fait. C'est plus sur le play-in que ça va se jouer entre Brooklyn et Miami. Et après, Cavs et New York, dans tous les cas, qu'ils inversent leur place ou pas, ils vont jouer contre. Voilà, c'est ça. Exactement. Et toi, entre Brooklyn et Miami, tu vois qui Miami, je pense que Miami, ils ont plus les armes pour, vu la course dans laquelle ils sont, Brooklyn, toutes les pertes qu'ils ont eues et tout ça, mais bon, on ne sait pas ce que la NBA nous réserve. J'ai regardé un peu tout à l'heure, ils n'ont pas un calendrier trop compliqué. Les Nets, ils vont jouer une nouvelle fois, ils vont jouer les 3 en bas, ils vont jouer Orlando, contre qui ils ont perdu d'ailleurs cette nuit, mais ils vont rejouer Orlando, ils vont jouer Détroit, ils jouent ce soir ou demain soir Houston aussi. Leur seul gros adversaire sur les 7-8 matchs qui restent, c'est Philly, mais sinon ça va être un peu du mid-range de l'Ouest et de l'Est. Donc ça peut peut-être tenir. Après, franchement, si ça tient pas, moi je les vois par contre être peut-être un peu comme Cleveland l'année dernière, qui était 7e après une grande saison mais avec beaucoup de blessures, qui s'était fait sortir en fait des play-in en perdant les 2 matchs. Je sens que Atlanta, Toronto et Chicago ont peut-être un peu plus de meilleures chances que Brooklyn là, sur la fin de la saison. Chicago revient assez bien en plus, je trouve.
On va parler de ces 3 dernières places, Atlanta, Toronto et Chicago. Ça se joue à un match, les 3 équipes, 8, 9, 10. Il n'y aura pas de surprise parce qu'en 11e place, je crois, c'est les Pacers. Ils sont bien loin de Chicago. Mais par contre, il y a quand même aussi un petit avantage de si on perd le premier match, on a une chance. Donc voilà, entre Atlanta, Toronto et Chicago, qui vous voyez un peu sortir 8e de cette fin de saison régulière. J'aurais plus Atlanta que... Atlanta plus que Chicago? Ouais, j'aurais plus Atlanta que Chicago. Parce que Chicago, je trouve qu'ils ont beaucoup déçu avec l'équipe qu'ils ont. Je pense que Atlanta, ils peuvent avoir les armes pour garder leur 8e place. Ouais. Et toi? Je dirais Chicago. Moi. Chicago? Ouais. Moi aussi, je dis Chicago. Je dis Chicago pour l'élan qui sont en ce moment. Et ouais, tu parlais de déception. Moi, je trouve que Atlanta aussi a beaucoup déçu cette saison. C'est clair, mais... Et ils sont dans une constante un peu monotone, Atlanta. Et un Chicago qui arrive là, qui enchaîne quelques victoires, peut venir chipper cette place. Mais après, pareil, les 3, ça se joue. Et ça sera rousté quoi qu'il arrive contre Milwaukee en premier tour. Voilà, c'est ça le truc. Dans tous les cas, ils vont se prendre Milwaukee et Boston. C'est un faux débat, hein, c'est ça le problème. C'est que le play-in dans l'autre conférence, par contre, il est intéressant. Avec pour l'instant Dallas qui est vraiment le grand perdant. Ils restent dans le coup, mais là, ce qu'ils enchaînent comme prestation, ça leur permet pas de rivaliser pour l'instant avec le haut. Vraiment, on en reparle il y a... C'est fou parce que justement, là tu parles de l'autre côté, tu regardes de l'autre côté. Ouais. J'ai pas envie de me taper les Lakers. Non. J'ai pas envie de me taper, même Oklahoma, j'ai pas envie de me taper. Personne. Ah mais Minnesota, à la limite les Pelicans, mais vraiment à la limite. Ouais. Mais sinon, toutes les équipes, j'ai pas envie de me les taper. Ça va être très serré. Et là, il y a un peu plus d'enjeux. Alors, il y a un top 3 qui se dessine. Et on va pas revenir dessus. Sacramento, les Grizzlies et Denver. En dessous, Suns, Clippers et Golden State ont un petit matelas. Alors, ça peut bouger. Mais globalement, c'est les 3 équipes qui vont finir dans ces places-là. Par contre, entre c'est les places du play-in et potentiellement la 6e, parce que Golden State n'a qu'une victoire d'avance sur Minnesota qui est juste derrière, il y a un gros bagage. Et il y a une semaine, on parlait un peu des équipes qualifiées pour les playoffs. On évoquait même Dallas, tu vois. C'est ça. Dallas, ils sont capables de tout perdre à la fin de la saison. Et tu vois, je crois j'ai regardé un peu les archives. Le 2 mars, on disait quelle équipe on voyait un peu en reconstruction. On avait tous les deux cité les Warriors. Dallas, si ça va pas en play-in, Kyrie Irving va se barrer parce qu'il est agent libre à la fin de la saison. On n'est pas à l'abri que Doncic dise qui veut de moi, parce que moi, Dallas, on a tout filé aux Nets pour récupérer Kyrie. Kyrie se barre, il n'y a plus d'assets pour reconstruire. Ça peut vraiment être les grands perdants. C'est clair. Mais en plus, comme tu le disais, on en parlait il y a une semaine, on les imaginait carrément à la 6e place en dehors du play-in. Au final, ils se retrouvent dehors avec les Lakers qui sont rentrés dans le play-in. Ouais, et en plus, Oklahoma et Lakers ont une bien meilleure forme que Dallas. Et là, je vois à peine Dallas revenir, quoi. Ils ont déjà, par rapport à... Tu regardes un peu au-dessus, Pelicans en 37-37, 36-39. Ouais, bon, c'est encore jouable. À la limite, la meilleure place, le meilleur truc serait de sortir Pelicans à la toute fin, qui n'ont pas Zion. Mais Dallas, toi, tu le sens comment c'est compliqué, franchement, compliqué. Ça joue pas bien. Ouais. Ça n'arrive pas à trouver la combinaison pour associer parfaitement Kyrie et Doncic. Et surtout défensivement, c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que là, tu peux pas jouer avec une équipe qui prend 130 points par match. Ouais. C'est vraiment trop compliqué. Et du coup, je les vois vraiment pas comment ils peuvent... à la limite, s'ils rentrent dans le play-in, c'est miraculeux. Enfin, miraculeux, j'abuse peut-être, mais... Ils ont perdu leurs 2 matchs contre les Hornets, là. Mais le ils rentrent dans le play-in, alors que Dallas, quand Irving arrive, il y a plein, ils disaient, on commence à s'affoler, c'est la folie, ça va être un... Obligé. En vrai, oui. Obligé de t'affoler. Ah oui, mais au final... Doncic, Kyrie quand même, mais même en play-in, hein. Parce que moi, franchement, je suis les gentils Pelicans, ou le Minnesota. Hein. Minnesota, j'ai fait mon taf, je suis 7ème de la conf. Tu vas te taper potentiellement Dallas sur un seul match.
tu te dis, ouais, tu transpires. Alors, c'est ça, juste qu'ils aillent en play-in, ça peut changer toute la donne. ouais. Ça peut les amener direct en Qui play-off. vous voyez sortir? Qui va finir à la place du con? De cette incroyable saison de Conférence Ouest, hein, quand même. Moi j'ai peur pour mon Thunder, mais Ah ouais? Ça serre les fesses. ça serre les fesses, ouais. Et toi? Mais Pour moi, sur le papier, celle que je trouve la moins forte, c'est les Pelicans. Ouais, moi aussi. oui, moi aussi, mais Ça peut tenir. Week-end, Peut-être ouais. Ingram est chaud en plus en ce moment. après, en plus ils ont des matchs de retard sur Ouais. Dallas, ils ont un match de retard. Ouais. C'est pour ça que ça va être difficile pour Dallas de les sortir de là-haut, quoi. Ouais, mais tu vois, si Pelicans s'y perdent leur match de retard, il n'y a plus qu'une Ouais, c'est vrai, y a plus qu'une win. Je sais même pas si les deux équipes se jouent. Mais en tout cas, voilà, il va rester 7-8 matchs. Il va y avoir des confrontations directes pour équilibrer tout ça ou peut-être creuser l'écart. Dallas. Les Warriors ils sont pas safe non plus. Non, les Ouais. Warriors, c'est pas safe. Et moi, je trouve que vraiment, c'est dégueulasse, les Warriors. Moi, j'aimerais bien que ça. Je suis pas anti-Warriors, mais pour le coup, c'est pas une équipe que j'ai envie de Ouais, voir. moi je me dis, les trop Warriors à l'expérience. Dallas- Ça va Dallas, garder on sa va voir. sixième place. C'est ça. Dallas, Ouais. il leur reste pas beaucoup de matchs. Il n'y a pas de confrontation directe a priori. Ça va jouer Indiana, ça va finir quasiment la saison de l'autre côté, en conférence Est. Dallas va jouer l'Indiana Pacers, Philadelphie, Miami, Atlanta. Ils vont ensuite jouer Sacramento, puis Chicago, puis San Antonio. Il n'y a pas un match facile par contre, hein. C'est que des équipes qui ont des choses à jouer, hormis Indiana et San Antonio, mais quand même. 4 défaites consécutives, en tout cas pour Dallas. Donc pour l'instant, c'est sûr que la forme n'est pas celle du Thunder ou des Lakers qui a retrouvé Ouais. hier LeBron James pour finir peut-être la saison en beauté. Il est 18h37, je crois qu'on est pas mal par rapport à ce que tu as dit. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. On fera une partie basket un peu plus longue la semaine prochaine parce qu'on approchera vraiment de la fin de la saison. Ouais. Et puis on s'attardera peut-être un peu plus sur les distinctions individuelles. On les reprendra, on avait fait quelque chose il y a 2 mois, mais ça a peut-être un peu bougé. On viendra là-dessus avec vous dans le chat, avec vous messieurs. Merci à Erwan en régie, comme toujours, pour le super boulot pendant l'émission. Et puis on se retrouve mercredi pour un quiz. On va finir là-dessus. Ouais. On se retrouve mercredi midi pour un quiz, voilà, Au comme la revoir, dernière fois. Gros bisous. Avec le Je champion, te hein. laisse, Bisous, Cécile. peace out. Et puis ciao, à mercredi.